Donc aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 6 sur la mémoire. Donc je saute la fin du chapitre sur le CPU, je saute le chapitre sur l'assembleur. Parce que ça, c'est deux fins de chapitre qui se lisent, enfin, une fin de chapitre et un chapitre respectivement, qui se lisent très bien tout seul. On va plutôt parler de la mémoire parce que c'est, vous avez déjà commencé à attaquer ce qu'on appelle un segment mémoire, la stack, au précédent TP. Donc j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu plus en détail de ça. Donc la mémoire, on va parler des mémoires au sens large du terme. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir de stocker des informations. Okay. Donc je vous ai déjà parlé que les mémoires cache, par exemple, ne sont pas des mémoires au sens où c'est pas l'utilisateur qui va s'en servir. Mais du coup, voilà, on va quand même essayer de cataloguer un petit peu toutes les mémoires. Pour ça, on va avoir différents critères, notamment la volatilité. Donc, toute mémoire qui est volatile, c'est une mémoire qui ne va pas conserver l'information lorsqu'il y a une coupure d'alimentation. Donc, typiquement, la RAM, des RAM, vous éteignez votre PC, vous avez perdu ces informations-là. Et à côté de ça, on a les mémoires non volatiles, qu'on appelle aussi parfois rémanentes, qui sont des mémoires qui, quand vous allez les éteindre, vont conserver les informations qui sont stockées à l'intérieur. Et là, sur le côté informatique, il y a le disque dur, SSD, HDD, c'est pareil. Mais dans les microcontrôleurs, par exemple, il y a la flash. Okay, ou votre clé USB, c'est une mémoire flash également. Okay. Et ouais, c'est dommage que les données s'effacent de la clé USB parce qu'en fait, ça sert à ça, à stocker les données quand ça disparaît. Et pareil pour le microcontrôleur, les données qui ont été traitées, si elles sont perdues, c'est pas très grave. Par contre, ce qui serait grave, ce serait de devoir reprogrammer l'ensemble Bluetooth ou la souris à chaque fois que je vais m'en servir. Okay. Donc, mémoire volatile et mémoire non volatile sont deux principaux critères. À côté de ça, on parle aussi des fois de mémoire morte ou de ROM. Alors ROM, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Mémoire morte, peut-être un petit peu. Peut-être par le prof de techno. Moi, c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler. Parce qu'on n'en parle plus comme ça, vraiment. Donc c'est une mémoire qui est accessible, enfin qui est non volatile déjà, et qui est accessible en lecture uniquement. Donc read-only memory. Sauf que, forcément, ça a un petit peu évolué. On est passé des ROM aux PROM, donc programmable ROM, avec une première catégorie qui était les UV-PROM. Donc en fait, des programmable ROM, mais effaçables avec UV. Et puis après, les EEPROM, effaçables électriquement. Et voilà, ça a évolué petit à petit. Et pareil, on oppose très souvent à la ROM la RAM. Donc Random Access Memory, mémoire vive, pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment entendu ce terme-là. En tout cas, pour le grand public, c'est peut-être des termes qui sont encore utilisés, mais quand on commence à rentrer un petit peu dans la technique, c'est un petit peu comme puce, voilà, c'est quelque chose que vous avez entendu parler, mais on parle de circuit intégré quand on est des connaisseurs. Ouais, promis. Est-ce qu'on peut expliciter le Random Access? Random Access, ouais, j'en parle juste après. Et ouais, question. Je regarde qu'il y a EPROM qui a des limites d'écriture. Oui. Parfois 5000 écritures. Mais la mémoire RAM de l'ordinateur, il y a aussi une limite. Alors effectivement, je ne sais plus si c'est vraiment d'actualité, mais on parlait, surtout pour la SSD à une époque, du nombre d'écritures. On disait ouais, un HDD c'est bien, parce qu'en fait on peut écrire beaucoup plus que sur un SSD. Maintenant, avec les progrès qui ont été faits technologiquement, je suis plus sûr que ce soit une vraie limite sur les SSD maintenant. Et pour les RAM, ça n'a jamais vraiment été une limite. Il n'y a pas de limite en termes de nombre d'écritures. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la RAM et les flashs. C'est que la flash, il faut vraiment que ton information elle soit identique et qu'elle soit maintenue constante, toute seule, tout au long de sa durée de vie. Alors que la RAM, en fait, il y a un mécanisme. Les données, elles s'effacent un petit peu toutes seules. Alors, je mets des guillemets autour de s'efface parce que c'est pas comme ça, mais tu as des fils de courant, en fait, dans la mémoire. Et ce qui fait qu'en fait, régulièrement, on va rafraîchir la donnée de la RAM. Donc, même si, il y aurait des défauts, même s'il y a des défauts sur la RAM, en fait, elle va être compensée parce qu'on va toujours rafraîchir la donnée pour être sûr qu'elle soit toujours la bonne au bon moment. Mais la EPROM, la erasable, il y a une limite mécanique. Après 5000 écritures, ça ne marche pas. C'est toujours valable ça? J'ai un doute que ce soit toujours valable. Parce que pour moi, effectivement, ça, quand tu reviens 5 ans en arrière, ou peut-être 10 ans, oui, on disait ça. Maintenant, c'est plus un critère. En tout cas, la limite a été repoussée et maintenant, elle est loin devant la durée de vie vraiment du disque et de l'utilisateur.
Et donc je reviens sur effectivement le read-only memory, donc ça c'est voilà, accès en lecture seule, et le random access memory. Alors ce terme-là il est un peu tiré par les cheveux, ça veut dire que c'est c'est un temps constant d'accès aléatoire. C'est-à-dire que où que vous accédiez dans la mémoire, vous y accédez en temps constant. Donc c'est voilà, le terme est un peu bizarre, et c'est comme ça que ça vient. Et les termes français sont encore un peu plus bizarres, hein, parce que Rome, en fait, enfin morte, ça vient de Rome. Et puis vive, fallait bien opposer quelque chose à mort. Voilà. C'est. Bref. Et donc voilà, comme il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ces termes, je voulais vraiment voilà, être clair là-dessus. Nous, on va parler de mémoire volatile, mémoire rémanente. On va parler de mémoire de travail, mémoire de stockage. Ok. Donc mémoire de travail, c'est la RAM avec laquelle travaillera votre processeur. Mémoire de stockage, c'est là où vous stockez tout. Donc disque dur, flash, SSD, clé USB, disquette. Ça compte encore. Alors du coup, les mémoires qu'on va utiliser, en tout cas dans l'informatique, et même au sens très large du terme, informatique au sens très large, embarqué y compris, on parle de mémoire adressable par octet. C'est-à-dire que l'unité de base accessible, c'est l'octet. Vous ne pouvez pas aller chercher 2 bits, ou 3 bits, ou 1 bit. Vous êtes obligé de récupérer 8 bits d'un coup, un octet d'un coup. Okay, ou plus, souvent c'est des multiples de l'octet, mais en tout cas on ne peut pas descendre plus bas que ça. Ce qui fait que quand vous avez une adresse, l'adresse, au final, c'est le numéro de l'octet en partant de 0 jusqu'à la fin. D'accord? Donc, quand vous avez l'adresse d'une instruction, l'adresse d'une variable, au final, c'est l'adresse du premier octet de cette instruction, du premier octet de cette variable. Ok. Donc ça, c'est maintenant le schéma de l'architecture d'un ordinateur. On va retrouver d'un côté à gauche, là, la mémoire de masse, qui est organisée avec ce qu'on appelle un file system. Donc ici qu'on voit sous forme d'arborescence. Et tout à droite, on a la main memory, donc qui est la RAM, qui elle va interagir avec le processeur pour ensuite pouvoir exécuter des instructions et traiter les données. Pour info, ce genre de schéma-là, en fait, enfin pas le schéma, mais le genre d'architecture qui suit un petit peu ça, vous pouvez le retrouver sur certaines vidéos, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Deus Ex Silicium. C'est un ingé qui a de la bouteille quand même. Il a du matériel, ensemble ça va coûter plus cher que ma baraque. Et en fait, voilà, il décortique pas mal de choses. Ces derniers trucs, c'était les box de Internet. Mais là, il y a la Switch et la Xbox qui sont vraiment pas mal. Voilà, il décortique tout ça. C'est intéressant. Il a une machine ultrason, oui, mais rayon X pour voir à l'intérieur des composants. Enfin, voilà. Ce monsieur est bien équipé. Alors, du coup, comme je vais vous parler des mémoires au sens large du terme, on va parler aussi un petit peu de hiérarchie mémoire. Là, vous voyez ce genre de pyramide. En fait, il y a plusieurs liens il y a plusieurs paramètres qui vont intervenir dans cette pyramide. Alors déjà, il y a la localisation. Les registres et la mémoire cache se trouvent au niveau du CPU, alors que la mémoire physique, donc la main memory ou la RAM, se trouve au niveau de la carte mère. Le SSD se trouve en dehors de la carte mère, même si c'est dans la tour du PC. Et éventuellement en offline, donc sur des serveurs, on va retrouver des disques durs mécaniques. Okay. Bien évidemment, la frontière est un petit peu floue encore entre SSD et HDD, mais voilà. Plus vous allez vers la pointe de la pyramide, plus la mémoire est rapide. Okay. Par contre, plus elle coûte cher à l'octet. Okay. Donc le prix unitaire est cher. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on se retrouve avec ici 5 technologies de mémoire différentes sur une même machine, plutôt que d'avoir un seul type de mémoire pour toute la machine. Okay. Des besoins particuliers, donc des solutions technologiques particulières. Là, l'objectif, c'est d'aller vite, mais avec peu de données. Là, l'objectif, c'est de stocker beaucoup de données de manière rémanente, peu importe si c'est lent. Okay. Donc voilà, plus on monte, plus c'est rapide, mais plus ça coûte cher, et plus la taille de stockage d'un octet prend de la place. Et par contre, plus vous descendez, plus vous avez une grande capacité pour un prix constant. Ok. Sur le processeur, comment ça se représente? C'est des schémas que vous avez déjà vus. Donc un processeur, un GPP ici avec 4 cœurs physiques. Vous avez à gauche un processeur graphique. Et vous avez la L3 qui est partagée entre tous ces cœurs-là. Ok. Et si je zoome ensuite sur un cœur, je vais retrouver la L2 et la L1 cache, la L1 instruction et la L1 data. Rappelez-vous, la L3 elle est unifiée et partagée. La L2 elle est unifiée mais propre à chaque cœur. Et la L1 elle est séparée. C'est-à-dire que d'un côté vous avez une L1 programme et d'un autre côté une L1 data.
Ok. Alors un petit tour d'abord sur le stockage de masse. Le stockage de masse, du coup, c'est des mémoires non volatiles, parce que l'idée, voilà, c'est de stocker une grande quantité de données. On ne va pas s'amuser à la recharger à chaque démarrage. Donc grande quantité de données, en absence d'alimentation, mémoire non volatile. Tout ça, c'est stocké avec ce qu'on appelle un file system. Ça fait partie d'un TP que vous ne ferez pas, mais qui est disponible dans la liste des TP. Donc on pourra en reparler pour ceux qui sont intéressés. On va voir un petit peu comment ça se construit un file system. Comment est-ce que votre PC sait que vous avez plusieurs partitions sur un disque dur, des choses comme ça. Donc voilà. Les stockages les plus connus, c'est stockage magnétique et électrique. Mais il ne faut pas oublier les stockages optiques qui sont encore utilisés. Hein. Voilà. Donc CD, DVD, HD, DVD, Blu-ray. En fait, le Blu-ray, je ne sais pas si vous savez, mais ça vient de la longueur d'onde. La couleur de la longueur d'onde, qui est bleue, du coup, fait que la longueur d'onde étant plus fine que les DVD, où là on était plus dans le rouge infrarouge, et ben, fait qu'on peut stocker forcément plus de bits par centimètre. Et voilà quoi. Donc, bon, ça je passe, c'est pas ce qui est plus important. Disque dur, enfin disquette. Moi j'utilisais ça encore au collège. Ouais, je suis vieux en fait. Et du coup, voilà, on pouvait stocker sur ces disquettes-là 1,44 mégaoctets. Et on était content. Ça faisait 2 documents Word. Et voilà. Et on avait du coup, enfin on utilise toujours maintenant les disques durs HDD, donc Hard Drive Disk, qui eux, pareil, il y a un petit lien qui est pas mal pour vous voir, enfin vous avez une vue éclatée de ce disque-là pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais vous avez du coup des têtes de lecture qui vont aller chercher en périphérie, en intérieur, des données qui se trouvent sur le disque dur. Ce disque, du coup, il y a différents plateaux. Et si on regarde un plateau, en fait, ce plateau va être décomposé en secteurs. Okay, le secteur, c'est une tranche sur un rayon. Enfin, c'est un bloc jaune, n'importe lequel. Okay. Une piste, bah, c'est l'ensemble des secteurs qui sont sur le même, sur le même rayon. Et puis voilà. Et donc, un secteur, par défaut, c'est 512 octets. Okay. Et donc, en fait, quand vous avez un fichier qui est gros, et bah, le truc, c'est qu'il va être découpé en plusieurs morceaux et déposé sur des secteurs de 512 octets un petit peu partout sur le disque dur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé sur la défragmentation du disque dur. Ça vous parle ou pas? Ça ne me surprend pas. Hein. Mais du coup, à l'époque où les HDD étaient vraiment... Enfin, il n'y avait que ça. Ça existe toujours sous Windows, hein, mais du coup, avant, c'était plus systématique. On faisait un clic droit sur le disque dur, on faisait défragmenter le disque. Parce qu'en fait, vos fichiers, ils sont fragmentés, comme je vous l'ai dit, sur les différents secteurs. Ce qui fait que si vous voulez chercher un fichier, bah, votre tête, elle doit aller là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Et du coup, ça fait plein d'allers-retours sur votre tête de lecture qui est mécanique. Donc du coup, plus vous faites un long déplacement mécanique, bah, plus vous prenez du temps pour le faire. Donc en fait, la défragmentation, c'est un boulot, vous laissiez le PC tourner pendant 3-4 heures, et puis en fait, il remettait tous les secteurs d'un même fichier à peu près au même endroit. Comme ça, la tête, elle voyageait plus. Quasiment plus en tout cas. Et ça a amélioré les performances du disque dur. Maintenant, sur les SSD, c'est pas utile, parce qu'un SSD, quel que soit l'endroit où se trouve la donnée, c'est un accès électrique, donc c'est en temps constant. Donc il n'y a pas de nécessité de faire ça. Ok. Et voici à quoi ressemble un secteur. Hein. Un secteur, vous avez... Enfin, bref, vous avez pas mal d'informations là-dessus. L'idée, c'est pas de regarder comment c'est fait. À côté de ça, de ces stockages mécaniques, on a les stockages, enfin magnétiques, pardon, on a les stockages électriques, donc les EEPROM. On a parlé de flash. Donc une clé USB, je ne sais pas si vous savez, en anglais ça se dit flash drive. Et donc vous avez ici le composant mémoire qui va contenir l'information, et à côté juste le microcontrôleur qui fait interface entre USB et votre mémoire. Okay, c'est vraiment un système tout con. Et en fait, quand vous regardez la flash que vous avez là, toc, 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 c'est exactement la même techno qu'on retrouve sur les SSD. Okay, c'est juste que c'est plus de l'USB, mais c'est du SATA, ici. On a toujours le contrôleur qui se trouve là pour faire l'interface. Là d'ailleurs, vous voyez que c'est une gamme de disques durs qui visiblement pourrait stocker 2 fois plus d'informations. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des emplacements qui sont vides. Et puis voilà quoi. Et en fait, les cartes SD, c'est pareil. C'est toujours de la mémoire flash qui se trouve à l'intérieur.
Donc tout ça, au final, c'est la grande famille des familles, enfin la grande famille des mémoires flash. Derrière, il y a encore deux sous-familles, NAND et NOR, ça je ne vais pas parler du détail, mais voilà. Technologie. Du coup, maintenant, 2 minutes. En termes d'accès sur le disque dur, à l'époque, il y avait ces câbles-là, qui étaient les câbles PATA, donc périphériques ATA, ou qu'on appelait aussi IDE. Et maintenant, on travaille avec du SATA, donc Serial ATA, que vous retrouvez ici. Paf. Et donc tous vos disques durs sont en SATA. Tous, non, sauf certains formats de SSD qui sont particuliers, qu'on appelle les M2, qui sont des SSD très très compacts, qui sont plutôt faits pour aller dans les disques dans les PC portables. Et voilà, dans la norme, on peut aller jusqu'à 6 gigabits par seconde, ce qui est pas mal. Donc d'un côté, il y a le support physique, hein, le disque dur, la clé USB, tout ça. Et d'un autre côté, il y a la partie logique de ça, ce qu'on appelle le file system. Vous avez déjà fait un clic droit formaté sur votre clé USB. Vous avez les différents petits menus qui vous permettent notamment de choisir le système de fichiers. Vous avez peut-être vu FAT, FAT32, exFAT ou NTFS. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu. En fait, c'est ce qu'on appelle le format le file system. Et donc, dans ces file systems, en fait, ça explique comment vont être stockés et répartis les fichiers sur le disque dur. Donc, en gros, Windows, il sait en gérer deux, FAT et sa famille, et NTFS. Pourquoi ? Parce que c'est Windows qui les a construits. Par contre, en fait, il en existe plein d'autres des file systems. Pour reprendre Linux, par exemple, il y a la famille des ext, de tout ça, mais Linux est capable de faire, de lire du NTFS et du FAT. J'en parle à la limite juste dans la diapo d'après. Où là, par exemple, je vais prendre un disque dur. C'est un disque dur, tout ça. Et ce disque dur, ce support physique, je vais le décomposer en plusieurs partitions. Je vais avoir une partition ici, celle-là, qui est au format X4. Donc c'est un format Linux. La partition d'après, qui est au format X4, qui est aussi un format Linux. Et là, j'aurais peut-être dû mettre la diapo à jour. J'ai rechangé un petit peu ma config PC. Là, j'ai une nouvelle partition qui est au format, je ne sais même plus. Bon, on va le regarder. Donc j'ai ça qui est au format NTFS. Donc je reprends dans l'ordre. NTFS, donc ça au final c'est un Windows qui est stocké dessus. Ça au format X4, ça c'est mon Linux qui est stocké dessus. Et ça au format X4, ce sont mes données. Donc là j'ai pas de système d'exploitation qui est stocké dessus, mais juste des données. Et ça du coup ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire ce qu'on appelle un dual boot. C'est-à-dire que j'ai une partition Windows pure, une partition Linux pure. Et au démarrage, je peux choisir. Comment je peux choisir? Eh ben, vous avez au départ ici deux partitions qu'on appelle les bootloaders qui permettent de choisir au démarrage. Vous avez vu le grub qui vous permet de choisir entre Linux et Ubuntu au démarrage. Et ben c'est ça. Ok. Alors quand on fait un dual boot, l'avantage c'est que en fait vous avez soit je décide de démarrer sur Windows, soit sous Linux, et puis j'ai toutes les ressources de ma machine pour Windows ou pour Linux. Ok. Par opposition à une machine virtuelle où par exemple vous lancez Windows, vous lancez une virtualisation de votre Linux. Donc en fait vous avez deux systèmes d'exploitation qui tournent en même temps. Et le système d'exploitation qui est virtualisé, vous lui donnez une partie des ressources de la machine. Donc du coup c'est moins performant. Bon, c'est un peu plus pratique d'utilisation par contre. Et donc du coup là, l'inconvénient par exemple c'est si je bosse sous Windows, il sait reconnaître les formats NTFS mais il ne sait pas reconnaître les formats X4. Et comme il ne sait pas reconnaître les formats X4, ça veut dire que par exemple de Windows, je ne peux pas lire les données qui sont sur mon disque dur. Enfin sur les autres partitions de mon disque dur. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, on trouve toujours des alternatives comme par exemple ne pas utiliser Windows. Et donc tout ça pour dire qu'au final, un disque dur, vous pouvez le décomposer en plusieurs partitions logiques. Okay, un support physique, plusieurs partitions logiques. Alors comment ça marche ça? Pour ça, en fait, il y a une table de partition. Au début du disque dur, et ça c'est vrai pour... Enfin, au début du support physique, c'est vrai pour disque dur, pour clé USB, tout ça. Vous allez avoir des octets. Dans le plus simple des cas, ça va être 512 octets, qui vont juste dire j'ai combien de partitions et à quelle adresse elles commencent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le MBR ou le GPT, parce que quand je dis GPT, ça fait rigoler. Et donc, désolé, grand niveau d'humour. Et donc,
Et donc oui, ce sont des tables qui permettent de dire au final, bah pof, là j'ai une ligne qui va dire je commence à telle adresse et je suis sous tel format et ça me prend telle taille. Ok. Donc ça, c'est ce qui fait que en lisant un support physique, votre machine elle va d'abord lire les 512 premiers octets et en lisant ces 512 premiers octets, elle sait combien il y a de partitions. Donc là, on voit que le MBR il est un peu limité. Pourquoi? Parce que je peux avoir que 4 partitions. Alors sur un disque dur, là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais moi j'avais 5 partitions. J'avais le grub, j'avais le système de Windows, je ne sais plus quoi, j'avais mon vrai Windows, mon vrai Linux et mes données. Donc j'avais trop de partitions. Donc, du coup, le MBR, il est obsolète par rapport à ça. Donc j'utilise maintenant ce qu'on appelle le GPT, qui doit être, voilà, qui est ici. Donc c'est juste une évolution technologique. Par contre, le MBR est quand même très utilisé encore dans l'embarqué, parce qu'il est très simple, il est très léger, et 4 partitions, c'est largement suffisant pour les besoins de l'embarqué. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais sachez que voilà, au début de votre disque dur, vraiment les premiers octets de votre disque dur, vous avez une table qui vous permet de dire, sur ce support physique, j'ai 1, 2, 3 partitions qui sont respectivement en format NTFS, X4, X3, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que c'est justement X4, NTFS, tout ça? Donc ça, c'est le file system, ça explique comment c'est organisé. Okay. L'idée, c'est de dire, bah voilà, j'ai créé mes fichiers, comment je vais les retrouver sur mon disque dur? Donc pour ça, on a une arborescence. Donc par exemple, je prends le cas ici d'un fichier qui est fragmenté. Et ben, comment ça va marcher? Comment je vais savoir qu'il faut que je commence sur ce secteur-là, puis que j'aille sur l'autre secteur, puis ensuite l'autre secteur, pardon, tout ça. Et ben, par exemple, si on prend le système FAT, qui était le premier, un des plus simples faits par Windows, et ben, en fait, je vais avoir un annuaire au départ qui va me dire pour chaque fichier où se trouve le premier secteur. Et c'est tout. Et ensuite, j'arrive sur le premier secteur. Dans ce secteur, je vais avoir des informations. Donc les informations du fichier à proprement parler. Et en fin de secteur, je vais avoir le numéro du secteur suivant à aller accéder. Et comme ça, en fait, j'ai une genre de liste chaînée, que vous avez déjà faite en C par exemple, qui me permet d'avoir l'intégralité des données de mon fichier. Ouais. Pourquoi la façon dont c'est passé, c'est pas spécifique à l'extension du fichier? Non, pas à l'extension du fichier, au file system. Donc, quand tu cliques droit sur ta clé USB pour la formater, selon comment tu l'as formaté, on va dire retrouver la localisation de chacun des secteurs du fichier, ça c'est propre au file system. Mais par contre, tes fichiers, eux, tu vois, que mon file 1.txt soit un vrai fichier texte, ou que ce soit un fichier C, ou que ce soit même un bitmap ou un exécutable, au final, ça n'a pas d'importance. Parce que sur la première, on va dire sur 84% du secteur, je vais avoir les informations propres au fichier, et sur 5% du secteur, je vais avoir les informations sur c'est quoi le prochain secteur. Et comme ça, je vais pouvoir les chaîner petit à petit. Et c'est comme ça que, ce que je disais tout à l'heure, ma tête de lecture va aller chercher un secteur, puis un autre secteur, puis un autre secteur, et sur le disque dur. Donc voilà, il y a plein d'autres systèmes de fichiers qui sont apparus. L'idée, c'est pas de faire une liste exhaustive de tout ça, c'est de comprendre un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Donc le plus utilisé maintenant par Windows, c'est NTFS. Voilà. À côté de ça, je vous ai parlé de la famille Ext qui a été faite par Linux, même s'il y en a d'autres. Si Windows, en fait, essaye maintenant, parce que vous connaissez peut-être WSL, c'est Windows Sub Linux. En fait, dans Windows, vous pouvez intégrer un noyau Linux. C'est pas si facile que ça, et il a quand même du mal à lire les fichiers, les systèmes de fichiers Linux. Donc voilà. Question déjà là-dessus, sur la mémoire de stockage. Donc voilà, si on retient un truc sur la mémoire de stockage, grande capacité de stockage, plutôt lent, mais surtout, non volatile. Ok. Maintenant, mémoire principale, donc là on va parler plutôt de la RAM. Okay, même si RAM, au final, on va dire que c'est la technologie, et mémoire principale, c'est plutôt la fonction. La fonction, c'est de fournir de la mémoire au processeur avec laquelle il va travailler. Okay. Donc cette mémoire, voilà les différents modèles qui existent. Hein.
Ça peut être directement intégré dans le microcontrôleur, comme vous avez utilisé en première année. Ça peut être des petits circuits intégrés comme ça, comme il se trouve dans vos téléphones portables. Ou ça peut être des barrettes de RAM, comme vous retrouvez sur la carte mère de votre ordinateur. Là, il y a plusieurs technologies de RAM. Il y a la DRAM et la SRAM, notamment. Donc, la DRAM, c'est le schéma que vous avez à gauche. Pour stocker une donnée, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un condensateur et un transistor. Le transistor, il va me permettre de charger ou décharger ce condensateur-là. Et du coup, sur le condensateur, il va rester une tension ou une tension nulle. Et ça va me faire mon 0 ou mon 1 logique. Okay. À droite, on a une structure qui est un petit peu plus complexe, qui nécessite 6 transistors. Et en fait, avec un genre de verrouillage mutuel intégré, enfin intriqué, tout ça, on arrive à stocker l'information ici. Ok. Alors du coup, j'en parlais tout à l'heure, le condensateur ici, il peut y avoir une petite résistance parallèle, une résistance de fuite. Et donc la donnée, elle va s'estomper au fil du temps. Donc pour éviter ça, régulièrement, on va rafraîchir toutes les millisecondes, enfin un peu plus que millisecondes, quelques millisecondes à peu près, on va rafraîchir la donnée en RAM pour essayer voilà, en fait, juste pour remettre, on réécrit exactement ce qu'on vient de dire, mais c'est juste pour remettre la tension qui avait légèrement chuté, on la remet à son niveau. Alors, vous voyez peut-être déjà une différence pour stocker un bit à droite et à gauche. Ici, la structure est quand même relativement petite par rapport à celle-là. Okay. Donc ça veut dire que là, pour de la DRAM, on aura une technologie qui sera plus dense. Je pourrais stocker plus d'informations par centimètre carré. Par contre, la SRAM, elle, va être moins dense. Son principal avantage, c'est qu'elle va être beaucoup plus rapide. Tout ça parce qu'il n'y a pas besoin de charger ou décharger un condensateur. Et donc c'est pour ça que, du coup, la DRAM, elle, va être relativement dense et lente. Alors, je mets des guillemets autour de lente, ce qui fait qu'on s'en sert pour la RAM, alors que la SRAM va être relativement peu dense, mais très rapide. C'est pour ça qu'on va plutôt mettre ça dans le processeur, pour les registres, pour la mémoire cache. Donc du coup, on a peut-être entendu parler aussi de DDR. DDR, ça va être le protocole de communication qui va être mis en place entre votre processeur et votre RAM. Donc aujourd'hui, on est au DDR5. Voilà, qui pourrait théoriquement aller jusqu'à 57 000 mégaoctets par seconde, donc 57 gigaoctets par seconde. C'est pas mal, ça permet de vider la RAM en une demi-seconde. On est quand même pas mal. Donc j'ai parlé aussi du fait que la mémoire, elle est adressable par octet. Okay. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe sur la partie assembleur, il y avait à un moment donné .align 32 ou .align 4. En fait, c'est l'alignement mémoire. Quand vous accédez à une donnée, par exemple ici qui va être... là j'ai une donnée par exemple qui fait une mémoire qui fait 64 octets, et je vais considérer que mon bus de données, il fait 4 octets de large, il fait 32 bits. Okay. Et bien en fait, il va toujours prendre une ligne. Si on parle, enfin, je sais pas si on parle, comme mon bus de données fait la largeur d'une ligne, et ben en fait on travaillera toujours ligne par ligne. C'est-à-dire que j'accéderai à l'instruction d'adresse, à la donnée d'adresse 0, ou d'adresse 4, ou d'adresse 8, ou d'adresse 12, et ainsi de suite. Alors comment ça se fait comment je fais quand je récupère une donnée? Si ma donnée elle est stockée sur les octets 16, 17, 18, 19, nickel, je peux récupérer les 4 octets de la même donnée en même temps. Par contre, si ma donnée elle n'est pas alignée, c'est-à-dire qu'elle commence sur une ligne et qu'elle se termine sur une autre ligne, pour accéder à l'intégralité de cette donnée-là, je vais devoir faire 2 accès en mémoire. Et ça me prend du temps. Okay. Donc ce que va faire le processeur, pas le processeur, pardon, la chaîne de compilation, c'est pour ça que vous voyez les points align 4 par exemple, il va aligner vos données avec une adresse modulo 4 octets. De sorte à pouvoir, du coup, avoir un seul accès mémoire à chaque fois. Alors ça peut provoquer un effet négatif qui va être, je vais avoir des trous dans ma mémoire. Mais au final, c'est pas grave. Sur vos machines, on va considérer que on a suffisamment d'espace dans la RAM. Par contre, si on peut gagner un petit peu de vitesse d'exécution, c'est pas mal. Yes? Je ne sais pas si vous avez parlé de ça aussi, par exemple, ceux qui étaient avec Philippe. On peut parler un petit peu vite fait de Indianness ou bouddhisme en français. Ça dépend de... en fait, c'est comment vous stockez vos données en mémoire.
Vous avez peut-être vu les valeurs, par exemple la valeur A égale 1, c'était marqué 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ce qui, logiquement, ne ressemble pas au nombre 1, en fait, à la valeur 1. Sauf que si, parce que c'est écrit en petit boutisme, c'est-à-dire on commence par l'octet de poids faible. Donc, là, par exemple, on a un nombre qui est marqué café boba. Et ben, soit on va le stocker en commençant par l'octet de poids faible, toc, ici, donc ba, bo, fe, ka, ou par l'octet de poids fort, café boba. Voilà. Sachez que ça existe. Je ne vais pas rentrer dans les raisons de pourquoi c'est comme ça. Par exemple, Intel travaille en petit boutisme alors que ARM travaille en grand boutisme. Voilà. Les deux existent, donc vous allez rencontrer les deux, c'est pour ça que j'en parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a quand même une simplicité avec le boutisme d'un point de vue matériel, alors que le grand boutisme va avoir une simplicité d'un point de vue compréhension parce qu'il n'y a pas besoin de traduire tout ça. Mais bref, je ne rentre pas plus dans le détail que ça. Sachez juste que ça existe. Yes? Alors du coup, on va pouvoir maintenant attaquer la partie qui va vraiment nous intéresser, surtout par rapport au TP que vous avez commencé. C'est ce qui se passe en mémoire virtuelle. On va considérer que du point de vue de votre processeur, il ne travaille pas avec la RAM, il travaille avec une mémoire virtuelle. Parce qu'on va voir, il y a différents mécanismes qui vont être faits pour faire croire au processeur que la mémoire, d'une part, elle est infinie, d'autre part, qu'il y a vraiment des segments, alors qu'on a vu, par exemple, en fait, toutes vos données vont être dispatchées dans la RAM un petit peu n'importe où, et votre processeur, lui va croire qu'en fait, tout est en un seul bloc. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la virtualisation de la mémoire. Donc je reviens sur ce schéma-là. Voilà, votre processeur va travailler avec la mémoire principale. Ça fait plusieurs fois que vous voyez le schéma, plusieurs fois que vous voyez une pastille. Il est intéressant de le connaître. Alors du coup, sur mon disque dur, qu'est-ce que je vais avoir sur mon disque dur? Je vais avoir notamment Linux, par exemple, mon système d'exploitation qui va être stocké. Je vais avoir des fichiers C, des fichiers H, et je vais avoir mon fichier exécutable. Je vais aussi avoir éventuellement des librairies. Typiquement, stdio, par exemple. Quand vous faites un desinclude stdio.h, il y a le printf, le scanf, c'est pas vous qui l'avez écrit, ça vient d'une librairie. Et voilà, c'est stocké sur le disque dur. Et qu'est-ce qui se passe quand, au final, j'allume mon PC et je double-clique ensuite sur l'exécutable? Et bien en fait, vous avez une partie de ça qui va transiter par le source bridge, le north bridge, le memory controller, et se retrouver en main memory, donc en mémoire de travail. Ok? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour, comme mon PC est éteint, j'ai quand même mon Linux qui est stocké dessus, ce sera pratique pour démarrer plus tard. Et une fois que je démarre, paf, je mets tout en RAM et mon processeur il travaille qu'avec la RAM. Quand vous voyez par exemple des écrans de chargement dans les jeux vidéo, ou quand vous voyez un petit peu pour les jeux en monde ouvert, vous avancez et vous voyez les montagnes qui s'affichent au fur et à mesure. Bon, déjà c'est peut-être parce que vous n'avez pas une config qui est folle, ce qui est mon cas, hein, je ne juge pas. Et parce que en fait, vous avez le chargement de toutes ces textures, tout ça, qui va venir du disque dur et va être chargé en RAM. Alors du coup, un fichier binaire, au format F, ça ressemble à ça. Pour rappel, on a différentes sections. On a la section texte qui contient vos instructions au format code binaire. On a par exemple des sections data, raw data qui contiennent des données. Ok, là-dessus on est d'accord. Parce que c'est ce qu'on a vu. Maintenant, je double-clique sur cet exécutable-là, je le lance. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, d'abord, ma section texte va devenir un segment de code. Donc ma section texte, qui est dans un fichier sur mon espace de stockage de masse, va être copié-collé en RAM, et ça va devenir un segment de code. Pour mes sections raw data et data qui étaient là tout à l'heure, mes BSS aussi, pareil, je copie-colle leurs contenus qui sont sur le disque dur, sur la RAM, et ça devient des segments. J'ai un segment de data, qui va être la fusion de data et BSS, et un autre segment de data, qui va être juste équivalent à raw data. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, les deux contiennent des data, mais il y en a un qui est read-only et l'autre qui est read-write. Okay. Donc ça vient de votre exécutable. Vous double-cliquez sur l'exécutable, j'ai un copier-coller de ces sections-là qui arrivent en RAM. Mais en plus, ça c'est l'allocation statique, bon, ça j'en reparlerai plus tard. Mais en plus, vous avez un segment de stack, c'est ce que vous avez commencé à voir, et un segment de heap. Okay. Ces deux segments-là, ils correspondent à l'allocation dynamique. Ça veut dire que c'est ce qui va vous permettre d'utiliser la mémoire comme bon vous semble. Le heap, on y viendra plus tard. C'est ce qui est géré notamment avec les malloc ou les new en C++.
Et la stack, elle va gérer, on va dire, je résume ça par les appels de fonctions et les variables locales des fonctions. Ok, et on va voir un petit peu comment ça fait le lien, tout ça. Donc du coup, 3 segments qui proviennent de vos sections du fichier exécutable, et 2 segments qui pop de nulle part, qui sont des segments faits pour l'allocation dynamique. Ok. Et effectivement, ça c'est un processus qui est entouré ici, et ce processus peut utiliser d'autres éléments qui se trouvent sur la RAM, à savoir par exemple les librairies partagées, le scanf, le printf dont on parlait tout à l'heure. Ok. Et donc, ça ressemble à ça. Votre fichier qui est en stockage de masse, différentes sections qui sont copiées en RAM, plus 2 autres segments qui pop. Ok. Et là, on va commencer à travailler aussi avec le CPU. Le CPU, il y a différents registres. Il y a les registres de travail, on en reparlera plus tard, surtout en TP. Et il y a des registres spécifiques. Il y a le registre IP qui sert à quoi? Pointer à la prochaine instruction. Ouais, le instruction pointer, donc il pointe sur la prochaine instruction. Ok. Alors je vais être plus précis, enfin je vais le dire autrement, mais être aussi précis. Il contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Ok. Et là, vous voyez, IP, en fait, sa valeur désigne une adresse qui se trouve dans le segment de code. Donc, il désigne une instruction. Pour les données qui sont là, il n'y a pas de souci. Et par contre, pour le segment de stack, on va voir qu'il y a 2 pointeurs qui sont rajoutés. Alors, ils ne sont pas rajoutés, ils sont présents dans le CPU. Hein. Et là, j'ai bien marqué CPU. C'est-à-dire que vous avez ça pour chacun des CPU de votre processeur. Donc, vous avez... Par exemple, moi sur ma machine, j'ai 16 base pointers, 16 stack pointers et 16 instruction pointers. Et donc le base pointer et le stack pointer vont me permettre de manipuler le segment de pile, ce qu'on va voir du coup tout de suite. Ok. Et juste pour vous montrer, quand j'exécute mon programme, j'ai la commande PS qui me permet de voir les processus en cours d'exécution sur ma machine. Et bien PS, je vois que j'ai mon exécutable .a.out qui est en cours d'exécution. Donc je récupère ce qu'on appelle son PID, Processus ID, donc son numéro de processus en fait. Et du coup, ce que je fais, c'est j'affiche le mapping mémoire du processus relevé, donc ici le 24190. Et ça me donne le mapping mémoire de tout ça. Alors qu'est-ce que je remarque là-dedans? Je remarque que j'ai un segment de stack. Il est vers le bas, pof. Segment de stack, il est en read-write. J'ai une plage d'adresse qui est ici, donc c'est son adresse de début, son adresse de fin. Et voilà. Pareil que le segment de heap, que je trouve, read-write. J'ai une zone qui est là, enfin une plage de mémoire qui est donnée. Voilà. Il y a d'autres choses qui vont m'intéresser. En fait, ouais, j'aurais peut-être dû le faire avec les animations. Je me fais chier à les faire quand même. Et donc, ici, les 5 premières lignes, c'est ce qui provient de l'allocation statique. Donc ça, au final, c'est issu du copier-coller de votre fichier exécutable, qui est sur le stockage de masse, dans la RAM. Et là, on peut voir que déjà, vous avez des segments qui ont différents privilèges. J'en ai un qui est en R-X. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire quoi? Read et exécutable. Donc ça correspond à quelle section ou quel segment? Là, du coup, c'est le segment de code. Ok, par rapport à la figure que vous avez sur la diapo précédente, ça représente le segment de code. Ici, j'en ai un qui est en RW. Ça va être le segment data, qui contient les données. Ok, donc soit qui proviennent de la section .bss, soit .data. Et ensuite, j'ai 3 autres segments. Alors là, je ne pourrais pas dire lequel, mais il y en a un, c'est le segment data en lecture seule, qui est issu de la section .rodata. Ok. Ouais. Est-ce que c'est possible de modifier au cours de l'exécution, Ouais. modifier la permission et changer l'archive? Non, c'est pas en cours d'exécution, c'est au moment de la compilation. En fait, au moment, il y a un chapitre de TP, je ne sais pas si on aura le temps de le traiter, mais il y a un chapitre de TP, c'est hacking. Et en fait, par exemple, à la compilation, tu peux changer la stack et la rendre exécutable en plus. Et on va voir que ça te permet d'injecter du code malveillant, par exemple. Et du coup, c'est possible de changer les privilèges de ces segments-là
mais à la compilation. Plus précisément, à l'édition des liens. C'est l'édition des liens qui va préparer tes segments et qui va donner des privilèges. Ouais. Yes, donc du coup, la stack et le heap, ça j'en ai parlé. Et il y a d'autres choses qu'on voit, notamment libc. Libc, en fait, ce sont les librairies du langage C. Donc c'est le printf, le scanf et tout ça. Ok. Et pour pouvoir utiliser ces librairies à la volée, c'est-à-dire pendant l'exécution, on va utiliser le LD qui est ici, qui est un linker dynamique, qui permet de dire, bah voilà, j'ai un code qui s'exécute, mais qui va aller piocher dans une librairie partagée présente en RAM. Ok. Alors du coup, on va pouvoir attaquer vraiment la stack maintenant. La stack, comment ça fonctionne? On va l'avoir en différentes étapes, pour des soucis de simplicité. La stack, du coup, ça va contenir les variables locales des fonctions qui sont en cours d'exécution. Ok. La pile, il faut voir ça vraiment comme une pile, au sens, j'entrepose des choses les unes sur les autres, et après je les enlève. Ok. Donc au sens, LIFO, last in, first out. Alors chaque fonction vient poser ses données en sommet de pile. Donc là, par exemple, j'ai ma fonction main, qui est la première à être exécutée. Alors c'est la première en C, hein. Mais rappelez-vous, avant il y a le start, par exemple, qui s'exécute. Ensuite, main appelle la fonction F1. Donc F1 vient poser ses données par-dessus. Et F1 appelle la fonction F2, donc F2 vient poser ses données par-dessus. Et après, à la fin de F2, qu'est-ce que j'ai? J'ai un return. Donc, ça dégage. Je retourne dans F1. F1, il a un return, donc ces données disparaissent. Et ensuite, j'arrive dans le main, et dans le main, j'ai un return, et c'est fini. Ok. Alors, la vision que je viens de vous donner là, avec les données qui disparaissent, elle est fausse. Ok. C'est juste pour avoir l'idée de comment ça fonctionne. On va voir en quoi elle est fausse juste après. Alors, pour savoir comment ça se passe, justement, on va utiliser deux pointeurs maintenant. Le stack pointer qui va toujours suivre le sommet de pile. Okay. Stack pointer, en moyen mémotechnique, je le traduis par sommet de pile. Et donc, SPI, il évolue toujours avec le sommet de pile. Vous posez quelque chose, il va monter. Vous enlevez quelque chose, il va descendre. Toujours. Il suit rigoureusement ce qui se passe. Et à côté de ça, on a le base pointer, que moi j'appelle bad pile. Enfin, je n'appelle pas comme ça, mais si vous voulez un moyen mémotechnique, c'est bad pile. En fait, lui, il va évoluer à chaque appel de fonction. Et son but, c'est de désigner la base de la fonction courante. Donc en fait, il va faire des grands sauts en avant, des grands sauts en arrière, pour indiquer le début de la fonction en cours. Ok? Alors comment ça marche? La valeur du stack pointer, elle est toujours en sommet de pile. En fait, il ne dépend pas vraiment de la fonction dans laquelle on se trouve, le stack pointer. Par contre, le base pointer, lui, il évolue avec la fonction, et donc il dépend de la fonction. Alors, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, quand je passe du main, je prends la souris, c'est plus simple. Quand je passe du main à la fonction F1, donc on avait vu que je rajoutais les données de F1 par-dessus. Ok. Bon, en fait, j'avais laissé une petite place parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le BP qui pointait ici avant, qui pointait sur le main. Et comme ça me permet de rentrer dans la fonction F1 et d'avoir le BP qui pointe maintenant sur la base de ma fonction F1. Et après, quand j'appelle la fonction F2, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde cette valeur-là sur la pile. Et comme ça, quand je rentre ensuite dans ma fonction F2, je peux avoir BP qui est à jour et qui se met sur la base de ma fonction F2. Ok. Donc lui, il va vraiment suivre à chaque fois. Et c'est au moment du return qu'on va pouvoir revenir sur la base de la fonction précédente. Petite démo. Je suis dans mon main. Mon stack pointer, il indique le sommet pile. Mon base pointer, il indique la base du contexte associé à la fonction main. Le cadre bleu ici, des fois on appelle ça un frame. Ok. Donc des fois vous pouvez aussi entendre parler de frame pointer à la place du base pointer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La valeur de BP, ici, je la push sur la pile. Le groupe de Philippe, je ne sais pas où est-ce que vous êtes arrivé hier en TP. Vous avez fait l'exercice sur la stack, sur le main, ouais. Okay. Donc vous avez vu le push BP, push %BP pour être précis, qui permet de copier-coller la valeur qui est dans BP et de la poser sur la pile. Okay. Ensuite, j'arrive dans ma fonction F1. Donc, comme j'arrive dans la fonction F1, j'ai posé deux données, mon stack pointer il a monté, et mon base pointer, je viens le mettre
sur ma fonction f1. Je continue. Je pose le base pointer qui est ici de f1 et je le mets en sommet de pile. Et ensuite, je rentre dans ma fonction f2 en mettant BP à jour. Ok. Donc, vous voyez, SP il change quasiment à chaque étape. BP il change que quand j'ai une nouvelle fonction qui vient d'arriver. Ouais. Ok. Et quand je quitte, ben, comment ça se passe? Je quitte la fonction f2, donc j'ai enlevé les données de ma fonction f2, donc mon BP et mon SP ils pointent au même endroit. J'en profite pour dépiler ce qui sera en sommet de pile, qui est le BP de ma fonction à plante. Et donc, paf, je reviens dans ce cas-là. Et là, pareil, je quitte F1, donc je désalloue l'espace mémoire. Et BP et SP pointent au même endroit, ce qui me permet de récupérer le BP de mon main et de retourner ici. Alors cette figure-là, elle est un petit peu plus vraie que la précédente où j'avais fait disparaître les blocs. Là, vous avez vu que j'ai juste rendu un peu transparent. Okay. C'est parce qu'en fait, les données en mémoire, elles ne sont jamais supprimées. Ça ne sert à rien de supprimer des données en mémoire. Parce que supprimer, c'est dire quoi? C'est dire écrire que des zéros. Ah, mais si vous avez un fichier qui contient que des zéros et qui vous intéresse, c'est un peu dommage, ça fait doublon. C'est écrire que des 1, c'est écrire que des trucs random. Non, en fait, le plus simple, c'est juste d'oublier de déréférencer. J'en ai pas parlé, mais sur le stockage de masse, par exemple, quand je vous parlais du file system, qui sait où se trouve le début de chaque fichier, et après chaque secteur va lier les uns avec les autres, et bien en fait, il suffit d'aller dans l'annuaire du file system et supprimer le lien entre le nom et l'adresse du premier secteur. Vous n'avez pas besoin de supprimer tout ce qui se trouve sur tous les secteurs. Vous n'avez pas besoin d'écrire 4 gigas de 0 pour effacer un film ou un jeu. Okay. Vous avez juste besoin de supprimer le lien. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des données sur un disque dur, même si les fichiers ont été supprimés. Même si le disque dur a été formaté. C'est la différence d'ailleurs entre formatage rapide et formatage non rapide. Quand vous cochez la case dans clic droit formaté sur la clé USB, vous avez formatage rapide. En fait, il supprime juste les liens des fichiers, enfin la table de partition et l'entête de partition. Mais il ne supprime pas le contenu intégral de l'espace de stockage. Bref, je divague, on continue. Alors il y a autre chose, ouais. Vous avez vu encore que là, par exemple, ici, j'ai encore un trou que je peux compléter entre les appels de fonction. En fait, ça va être le instruction pointer. Pourquoi? Par exemple, ici, toc. Je reprends, excusez-moi. Ici, je suis dans la fonction main. La première chose que je fais, c'est push un BP. Move Q, ok, j'arrive quelque part. Et là, je fais un call de fonction 1. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un call? Ça sert à quoi le call? C'est pour sauter jusqu'à l'adresse de la fonction. Donc quand je fais un call fonction 1, alors là vous avez vu en binaire il est traduit par call 1139, au final c'est 1139, c'est l'adresse de la première instruction de la fonction. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais un call 1139? Donc oui, ça permet de sauter, ça je suis d'accord. Il faut garder l'adresse où vous étiez pour que vous puissiez retourner. Alors, pour pouvoir, ça c'est la justification, c'est ce qu'on va devoir faire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça fait de faire un call 1139? Ouais. Non, pas le SP. Ok, on recommence. Je suis à l'instruction 1129. Ok. Comment je sais quelle est la prochaine instruction que je dois exécuter? Elle est stockée dans le instruction pointer. Donc quand je suis en train d'exécuter la 1129, le instruction pointer, il contient quelle valeur? Il contient 11.2a. Ok, paf, j'exécute. Donc j'arrive à l'instruction 11.2a. Quelle est la valeur contenue dans le instruction pointer? 11.2d. J'exécute. Donc j'arrive à l'instruction 11.2d. Quand j'arrive à l'instruction 11.2d, quelle est l'adresse contenue dans le instruction pointer? Non. C'est 11.32 qui est contenu dans l'instruction pointer. Ok. Par contre, là, je me mets à exécuter cette instruction-là, la 11.2d, et je vois un call 11.39. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
il va se passer que je vais écraser la valeur du instruction pointer qui valait au départ 11.32 et je vais l'écraser et la remplacer par la valeur 11.39 pour que la prochaine instruction que je fasse, ce ne soit pas la 11.32 justement, mais la 11.39. Mais du coup, Il va sauvegarder le 11.32 pour les données. Mais du coup, effectivement, quand je vais faire mon 11.39 et que je vais exécuter tout ça, là, à la fin, j'ai un return. Comment je sais à quelle instruction je dois revenir? Parce qu'en plus, ma fonction F1, là, c'est facile à l'appeler du main. Mais en vrai, vous avez vu un code, hein, vous pouvez l'appeler depuis la fonction de main, depuis la fonction F36, F37, et ils peuvent tout appeler F1. C'est pas un souci. Donc comment savoir à quel endroit je dois revenir précisément? Effectivement, le call, en fait, il va faire deux choses. D'abord, il va sauvegarder la valeur 11.32. Il va la sauvegarder sur la pile. Et ensuite, il va écraser la valeur de IP pour lui donner la valeur souhaitée 11.39. Et comme ça, j'arrive effectivement dans l'instruction 11.39. Ok? Donc en fait, on sauvegarde l'adresse de retour. L'adresse de l'instruction de retour. Donc une fois que j'arrive, j'ai fait mon call, qu'est-ce que je fais? Je fais un push RBP. C'est ce qu'on voit ici. Donc c'est-à-dire le BP qui pointait vers le main, vers la base du main, et ben j'ai stocké en semi-pile. Ensuite, le sub Q, on verra ça, mais ça me permet de sauvegarder l'espace mémoire, enfin de réserver, d'allouer de l'espace mémoire. Ensuite, il y a le move 3, le move 2, le move 1, c'est des choses qui ne nous concernent pas, enfin, en tout cas qu'on ne voit pas sur la stack. Ensuite, j'ai un call. Donc le call, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder l'adresse 1155, qui était normalement celle à réaliser après la 1150, et il va la stocker sur la pile. Et il va écrire dans le instruction pointer l'adresse 11.5b pour aller dans la fonction 2. Dans la fonction 2, je vois un push RBP. Donc je push le base pointer qui contenait l'adresse de base de F1. Ensuite, j'ai une petite zone mémoire qui est prévue ici. Et à la fin, j'ai mon return. Donc ça, c'est un mécanisme qui n'est pas forcément simple à comprendre au premier abord, je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il est essentiel pour comprendre comment j'arrive à sauvegarder temporairement des valeurs et à les réutiliser par la suite. Ouais. Par exemple, on ne peut pas compiler juste un programme avec un void, on est obligé d'avoir un main qui retourne. Non, non, c'est pas pour ça. Tu peux avoir un main qui retourne rien. Mais si on a un main qui retourne rien, c'est-à-dire que dans le void, il y aura des appels et ça va jamais. Non, non, parce que le return, au sens du C et de l'assembleur, c'est légèrement différent. Quand tu fais un return 0 à un return quelque chose en C, c'est pour retourner, c'est pour quitter la fonction, certes, mais aussi renvoyer une valeur particulière. Okay, mais en vrai, tu n'es pas obligé de faire un return. La collade fermante de ta fonction te fait automatiquement un return. En fait, le ret que tu vois ici, c'est plutôt la collade fermante. Et si on voit un move L0EAX, ça c'est le 0 du return 0. Mais ça on en reparlera. Donc du coup, ouais, le return en C et le return en assembleur, légèrement différent. Pas strictement identique en tout cas. Donc, et donc au final, ce qu'on voit, c'est qu'une alternance de ce qu'on va appeler les données locales de la fonction, qu'on voit en bleu ici, et sauvegarde du contexte. Donc le contexte, c'est l'état des registres, notamment, dans lequel fonctionnait la fonction main avant d'appeler la fonction F1. Okay, et d'ailleurs, on voit, au final, qu'est-ce que je sauvegarde? C'était la valeur de instruction pointer quand j'étais dans le main et la valeur de BP quand j'étais dans le main. Et ça me permet d'arriver dans F1. Et après, si j'appelle F2, je sauvegarde le EIP de la fonction F1, le base pointer de la fonction F1, et je peux arriver dans la fonction 2. Donc ça, c'est une sauvegarde de contexte. Ok. Et du coup, quand on quitte la fonction, on fait ce qu'on appelle une restitution de contexte. Yes. Question là-dessus? Non? Alors du coup, en fait, si je prends l'Intel 8086, donc pareil, je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur le chapitre CPU en fonction du contrat court, mais vous avez sur le chapitre CPU les différences entre le 8086 et puis les processeurs un peu plus modernes. Mais existait déjà du coup le stack pointer, le base pointer et le instruction pointer. Donc c'est pour ça que moi je les appelle IP, BP, SP, même si vous avez vu en TP qui s'appelle ESP, EIP, EBP.
Ok. Et d'ailleurs, vous verrez peut-être aussi que dans certains exercices, qu'on les appelle RIP, RSP, REP, RBP. Vous vous souvenez pourquoi le E, IP, ESP? Ouais. C'est pour la version 32 bits des registres. Parce que là, je vous présente le 8086, c'est un processeur 16 bits. Donc on a un registre AX, BX, CX, DX qui sont des registres génériques 16 bits. On a les registres SP, BP, IP qui sont des registres spécifiques 16 bits également. Mais comme sur les TP, on travaille sur la version 32 bits ou 64 bits, vous verrez plutôt leur nom ESP, EBP, EIP. Okay. Si vous mettez SP, BP, tout ça, moi ça me va. Là on est sur du chipotage technologique, je m'en fiche un petit peu. Ok. Alors pour finir, voici le code de la fonction, voici un code. On a la fonction F1, enfin bref, vous voyez le délire. Comment ça se passe tout ça? On a ici un sub sur RSP. Un sub sur RSP, ça permet de faire quoi? Ça permet de augmenter, diminuer la valeur de RSP, okay, du stack pointer. J'ai diminué de 16 octets parce qu'on est en hexadécimal. Et en fait, comme par convention, on va noter les adresses basses en haut de schéma et les adresses hautes en bas de schéma, ce qui est très logique. Au final, ça va faire monter le stack pointer. Donc ça me permet de réserver l'espace pour 16 octets. Et ouais, en fait, cette partie-là, ça va être plus intéressant si vous voyez ça en TP. Donc je ne sais pas comment ça va s'enchaîner. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez toujours retrouver au final les mêmes instructions en début de fonction. Toujours les mêmes. Le push RBP qui permet de faire quoi? Ça, on l'a vu. Ouais. Non, pas la prochaine instruction. Le push RBP, il permet de sauver le BP de la fonction applant, le base pointer. Donc l'idée, c'est de sauvegarder le BP de la fonction applant. Et le move RSP RBP, vous allez le voir, lui permet de donner une nouvelle valeur à BP pour dire je viens d'entrer dans ma nouvelle fonction, donc il me faut une nouvelle valeur pour BP. Ok. Et après, on a la restauration du contexte quand on quitte la fonction. Pareil, on verra ça en TP. Et après, le reste, c'est quasiment que du travail classique. Ok. Je m'arrête là. Bonne journée.